Donc consentir, si je me fie à Nicole Claude Mathieu, implique d'avoir pleine connaissance des rapports de pouvoir dans lesquels nous sommes impliqués et de prendre une décision en conséquence. Alors en médecine, le terme de consentement libre et éclairé implique d'une part que les patients et patientes ne soient pas contraintes dans leur choix et d'autre part que des informations claires soient fournies. Donc en fait, il s'agit d'être en capacité de pouvoir décider des actes médicaux sur sa personne en connaissance de cause. Alors pour entrer dans le vif du sujet, les pilules contraceptives sont autorisées en France en 1967, donc sous la loi de Neuwirth, qui autorise la contraception en général. Et à ce moment-là, les pilules sont perçues comme des objets de libération sexuelle pour les femmes, puisqu'il s'agissait de favoriser un contraceptif qui puisse se prendre en dehors des rapports sexuels et au besoin sans le consentement du mari. Donc le consentement des femmes à la contraception semblait prioritaire par rapport à celui de leur partenaire. Mais l'émancipation sexuelle féminine n'était pas la seule motivation de diffusion des pilules, et la question du consentement n'a pas été posée de la même manière pour toutes les femmes. On peut en effet s'interroger sur les origines possiblement coloniales et sexistes des premières pilules. Donc les motivations premières de diffusion des pilules ont été initiées par Margaret Sanger et Catherine McCormick, donc, ils sont respectivement une militante anarchiste américaine qui a fondé la Ligue du Birth Control et une suffragette américaine qui a financé les recherches sur les pilules. Mais toutes deux, en fait, privilégiaient des logiques eugénistes. Donc, l'eugénisme, c'est un ensemble de méthodes qu'on fait intervenir pour sélectionner les naissances dans le but de tendre vers un idéal humain qu'on a déterminé. Donc c'est une logique qui détermine qui peut ou doit procréer ou non. Et donc les fonctions des pilules pouvaient aller du contrôle des naissances au contrôle de la reproduction ou de la non-reproduction de certaines populations. En fait, les personnes qui étaient favorables aux pilules étaient motivées par des logiques très différentes, donc que ce soit des logiques féministes, mais aussi eugénistes, médicales, etc. De plus, le consentement de certaines femmes a été totalement évacué au moment de tester les contraceptifs, puisqu'il s'agissait de les tester sur des femmes dans les pays dits appauvris, avant leur admission dans les pays dits enrichis. Donc en fait, les premières pilules ont été créées dans le cadre d'une recherche pour l'aide à la procréation de familles blanches catholiques stériles, et l'action de la première pilule a été testée sur des femmes noires de l'île de Puerto Rico pour ensuite les diffuser aux populations blanches. Je reprends un peu ou c'est bon? Tout d'abord, fait pour les femmes blanches stériles, si vous pouvez reprendre à partir de là. Ok. Les premières pilules ont été créées donc, dans le cadre d'une recherche pour l'aide à la procréation donc, de familles blanches catholiques stériles. Et l'action de la première pilule a été testée sur des femmes noires de l'île de Puerto Rico pour ensuite les diffuser aux populations blanches. Alors ensuite, dans un contexte de pouvoir médical masculin, les pilules ont été développées par des hommes qui, par ailleurs, n'ont pas développé de contraception masculine. Donc, dans une logique médicale très binaire, les traitements hormonaux, donc tels que les pilules, et les risques qu'ils impliquent sont appréhendés différemment pour les femmes et pour les hommes. Par exemple, les pilules permettent aux femmes de gérer leur fécondité et ou celle du couple, tandis que le Viagra permet aux hommes de gérer leur plaisir. Et en ce qui concerne une pilule masculine et un Viagra féminin, les avancées sont beaucoup plus lentes et beaucoup plus tardives. Et en fait, c'est dès les années 1920-1930 que les groupes pharmaceutiques souhaitent commercialiser et utiliser les hormones sexuelles féminines le plus largement possible et pour toutes sortes de maux. Et donc l'œstrogène deviendra la molécule pharmaceutique la plus utilisée et la plus rentable de l'histoire de l'humanité.
Alors si les pilules contraceptives ont été testées sur le tas aux États-Unis, mais aussi de manière raciste comme on l'a vu, en revanche, une pilule masculine ou toute autre contraception hormonale masculine tarde à être mise sur le marché. Et une des raisons à ça, c'est que cette fois-ci, on veut s'assurer que ça ne soit pas dangereux pour la santé, alors que cette précaution a été complètement bâclée en ce qui concerne les traitements hormonaux féminins. Pourtant, aux États-Unis, les risques des pilules étaient connus dès la fin des années 60. Et si on fait un autre parallèle, toujours aux États-Unis, donc avec le traitement pour l'andropause, donc qui est l'analogue masculin de la ménopause, dès les années 80, on est passé de la méthode d'injection à celle du patch, puisque un risque de cancer avait été détecté. Et en revanche, en ce qui concerne les traitements hormonaux au moment de la ménopause, il n'y a jamais vraiment eu d'essais cliniques à grande échelle, et certains furent entrepris une trentaine d'années après leur diffusion massive. Donc finalement, on se préoccupe beaucoup moins du consentement des femmes que des hommes à utiliser des traitements hormonaux qui impliquent des effets secondaires. Et ces logiques sexistes se comprennent en fait en contexte capitaliste, puisque commercialiser des hormones le plus largement possible et ne pas entreprendre de grands essais cliniques permet en fait d'accélérer le processus de marketing. Et par conséquent, le bien-être des femmes entre en concurrence avec le profit pharmaceutique. En fait, la biopolitique touche essentiellement les corps des femmes, puisqu'il représente un enjeu crucial pour les gouvernements, car la reproduction de la population est un facteur essentiel pour l'économie d'un pays. Alors, il existe différentes formes de biopolitique. Donc, ça va par exemple dépendre des politiques de régulation des naissances d'un pays. Donc, il peut s'agir soit d'une politique de limitation des naissances, soit au contraire d'une politique nataliste. Et donc, dans les deux cas, l'offre contraceptive ne sera pas la même. Et même au sein d'un même pays, les gouvernements peuvent appliquer des politiques différentes selon les populations. Donc, par exemple, au Guatemala, les institutions pensent que la population indigène freine le développement du pays et a donc mis en place un programme de stérilisation féminine contrainte présenté comme émancipateur pour les femmes. Donc là, je vous renvoie aux travaux de la doctorante Anaïs Garcia qui fait une thèse ici précisément sur ce sujet. Donc pour en revenir en contexte français, les médecins sont aussi influencés par les origines des patientes, puisque les contraceptifs qui demandent une moindre observance, donc de type implant, sont davantage utilisés chez les femmes d'origine subsaharienne. Et concernant plus particulièrement les pilules, on peut supposer qu'elles sont prioritairement prescrites puisqu'elles assurent une rentabilité prolongée à travers des consultations, des achats et de renouvellement d'achats réguliers. Alors, on peut questionner le consentement à utiliser une pilule au moins de 3 manières. Donc, à travers le choix de cette contraception, à travers son utilisation et à travers les rendez-vous gynécologiques que ça implique. Donc, pour ce qui est du choix d'utiliser une pilule, l'idée ne vient pas toujours des utilisatrices. Donc, sur la quinzaine de femmes de mon échantillon, pas plus de 5 ont affirmé que l'idée venait d'elles. 4 ont indiqué que l'idée venait d'un ou une médecin. 3 autres ont été initiées par leur mère. Et enfin, 3 autres m'ont dit que cette idée était celle d'un partenaire. Donc ces chiffres sont évidemment indicatifs, c'est rarement aussi tranché, dans la mesure où pour chaque situation, il y a eu une forme de dialogue. Mais dans tous les cas, on voit que le choix personnel reste assez relatif. Or, une prise de pilule a plus de chances d'être vécue comme émancipatrice si elle résulte d'une décision individuelle. Et pour ce qui est de l'utilisation quotidienne, je distingue pour l'instant 3 configurations. Donc d'abord celles qui sont en couple et qui vivent bien leur prise de pilule. Donc dans ce cas, la non-implication du partenaire n'est pas un problème pour les utilisatrices.
en fait pour elles une responsabilité exclusive et simplement le prix à payer pour pouvoir contrôler seules leur fécondité. Mais les enquêtés qui correspondent en fait à cette situation bénéficient le plus souvent d'un soutien par ailleurs, puisque leur mère s'investit dans l'achat de la pilule et dans les rendez-vous gynécologiques. Ensuite, il y a celles qui sont en couple et qui vivent moins bien la prise de pilule. Donc dans ce cas, la non-implication du partenaire est plutôt mal vécue. Donc ici, il y a 3 types d'interactions possibles, et je me réfère à une typologie qui a été établie par Cyril Desjeux. Donc la première interaction, elle est conflictuelle. Dans ce cas, les femmes ne veulent pas de pilule et les hommes ne veulent pas de préservatif, mais les femmes finissent par céder en prenant la pilule. Alors elles ne consentent pas pour autant, puisque dans ce cas, elles ne font que refouler le rapport de pouvoir dans lequel elles sont impliquées. Et donc c'est à ce moment-là qu'elles exercent un travail de care, donc en prenant soin de leur partenaire, en acceptant de laisser tomber le préservatif pour un contraceptif hormonal de longue durée. La deuxième interaction possible, c'est une interaction consensuelle, où là la contraception est perçue à la fois comme choix et contrainte pour les deux partenaires. Et dans ce cas, en général, c'est la méthode naturelle du retrait qui est utilisée pendant un temps, jusqu'à une nouvelle prise de pilule. La dernière interaction possible, c'est une interaction sensibilisatrice. Donc là, c'est un rôle qui est tenu par les femmes qui vont informer leur partenaire de ce qu'implique une prise de pilule, mais sans nécessairement arrêter cette prise. Et enfin, la dernière configuration concerne celles qui ne sont pas en couple et qui questionnent donc la pérennité de leur prise de pilule. Donc certaines trouvent rapidement des inconvénients à perpétuer cette prise. En fait, dans le cadre de relations occasionnelles, elles se retrouvent à peser le pour et le contre à poursuivre cette utilisation. Et puis généralement, elles se rendent compte des difficultés au moment de l'arrêter, avec par exemple l'apparition d'acné. Donc dans tous les cas, ce sont les corps des femmes qui portent la plus grande part de charge mentale et physique liée à cette utilisation. Et par conséquent, en cas d'oubli ou de grossesse non désirée, les femmes culpabilisent ou sont culpabilisées par les médecins. Et donc ces médecins qui, eux, continuent de favoriser la prescription de pilules, malgré un pic de visibilisation des contraintes liées à cette contraception et des violences gynécologiques que ça peut impliquer.